Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite série de vidéos consacrée aujourd'hui à la création d'un puissance 4 en ligne. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de mettre en place un jeu où un premier joueur va pouvoir choisir un pseudo. Automatiquement, il obtient un lien qu'il va pouvoir partager pour que quelqu'un rejoigne sa partie. Donc ce lien, il le donne à un autre joueur qui lui aussi va choisir un pseudo. Ici, j'ai deux navigateurs qui sont deux instances différentes. Donc c'est comme si vous aviez deux joueurs à distance l'un de l'autre. Je choisis un pseudo. Ensuite, les joueurs peuvent à tour de rôle choisir des couleurs. Et une fois que toutes les couleurs ont été choisies, on démarre. Ils peuvent alors à tour de rôle mettre des pions dans le damier jusqu'à aligner 4 pions de la même couleur. Et dans ce cas-là, ici, c'est John qui a gagné. Ils peuvent alors choisir de relancer une partie et ils recommencent. Donc voilà ce que l'on va essayer de faire. Donc je vous ai décrit dans le fichier README le scénario de notre jeu et l'objectif c'est de faire le code qui permette de satisfaire ce scénario. J'ai aussi écrit un test à l'aide de l'outil Playwright, donc je vous fournirai ce test pour cette vidéo-là et vous aurez la possibilité de tester votre jeu. L'avantage des tests, c'est que là, le puissance 4, ça va, c'est assez rapide, mais si on s'imagine qu'on a des jeux un peu plus compliqués, si à chaque fois vous devez jouer une partie au complet pour vérifier que ça fonctionne, c'est pas pratique. Donc avec les tests end-to-end, on peut directement lancer le test et l'ordinateur va jouer une partie pour nous. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que l'ordinateur puisse jouer pour qu'ensuite, évidemment, les humains puissent le faire. Alors avant de nous lancer tête baissée dans le code, il est important de réfléchir aux technologies que l'on va utiliser et de justifier ces différents choix. On ne va pas juste utiliser les trucs à la mode. Alors d'abord, pour la technologie un petit peu back-end et le langage que l'on va utiliser. Moi, je choisis ici de faire du JavaScript et plus précisément, on va faire du TypeScript. L'avantage, c'est que le JavaScript, on n'a pas le choix d'en faire côté front-end. Et si on utilise aussi du JavaScript côté back-end, on va pouvoir partager du code. Typiquement, l'état de notre partie, où est-ce qu'on en est dans notre jeu, ça va être la même chose à la fois côté serveur, qui servira à la synchronisation, et aussi côté client. Donc si on peut partager un maximum de code, c'est bien. C'est pour ça que l'on va utiliser Node.js. Ce n'est pas la seule technologie qui permet de faire du JavaScript côté serveur, mais c'est la technologie qui est la plus mature et qui dispose à l'heure actuelle du plus gros écosystème. On pourrait remplacer cette brique-là par n'importe quoi d'autre qui supporterait le JavaScript plus tard. Ensuite, pour la partie front, on va choisir d'utiliser du TypeScript, mais c'est aussi quelque chose pour le back-end. Moi, j'aime bien le TypeScript parce que ça va nous permettre d'avoir des types et d'avoir un petit peu plus de sûreté au niveau de notre code. Ça permet aussi de se passer de pas mal de tests parce que finalement, le TypeScript va tester que au moins les différentes briques de notre code fonctionnent ensemble. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Côté front, on va choisir un framework front-end. Alors là, concrètement, moi, ça va être plutôt un choix de préférence. Je vais utiliser React. C'est aussi parce que j'estime que React, c'est la technologie qui intéresse le plus grand monde au niveau des vidéos. Mais ça pourrait être remplacé par n'importe quelle techno ici. On pourrait faire du Svelte, on pourrait faire du Vue, on pourrait faire du Solid, ce que vous voulez. Moi, je choisis ici React. Tout simplement parce que j'estime que c'est le plus grand. Si par contre vous avez besoin de librairies externes, React peut être intéressant parce que c'est celui qui à l'heure actuelle en tout cas dispose du plus grand écosystème. Pour notre jeu de puissance 4 de toute façon, on ne va pas utiliser quelque chose de spécifique. Ensuite, pour notre machine à état, pour représenter notre jeu, on va utiliser XState. Donc concrètement, les machines à état, j'ai déjà fait des vidéos dessus, ça permet de représenter notre système comme une série d'états différents. Et ça correspond parfaitement lorsque l'on parle de jeu de société. Parce que dans un jeu de société, finalement, c'est qu'une série d'étapes où à chaque étape, on peut faire certaines actions. Donc les machines à état permettent de représenter les choses et de représenter notre système très facilement. Donc ça permettrait de faire un jeu hors ligne. Mais maintenant, on a la partie en ligne. Comment ça va fonctionner pour faire communiquer les différents joueurs ? Alors on a plein de solutions possibles à ce niveau-là. On a du HTTP, les serveurs sent event, les WebSockets et le WebRTC. Alors, le HTTP, il est très bien pour une communication dans un sens, pour envoyer des informations côté serveur. Nous, on a besoin de faire les choses dans les deux sens. On a les serveurs sent event qui sont très bien pour envoyer des infos du serveur vers le client. Donc, on pourrait utiliser une combinaison de HTTP et de serveur sent event. Mais ça, à mon sens, c'est un peu compliqué. Autant avoir un seul channel pour communiquer dans les deux sens. Et c'est là que les WebSockets interviennent. Donc, les WebSockets vont nous permettre, avec un serveur, d'avoir une connexion avec l'utilisateur et de pouvoir échanger des données. On a aussi le WebRTC qui est très bien si on veut se passer notamment d'un serveur central. Moi, pour une partie de jeu de société, j'estime que c'est important d'avoir un serveur qui va valider que chaque opération peut correctement s'effectuer. Donc les WebSockets me semblent le choix le plus judicieux. Donc ici, on va choisir les WebSockets. Alors côté client, on pourrait choisir d'utiliser une librairie particulière pour gérer les WebSockets. Nous, on va utiliser simplement une librairie native de WebSockets. On va peut-être se baser sur une dépendance au niveau de NPM.js qui s'appelle Reconnecting WebSocket pour gérer la partie reconnexion pour ne pas avoir à le faire.
On pourrait aussi utiliser socket.io qui offre beaucoup de fonctionnalités, mais nous dans notre cas on n'a pas besoin de toutes ces fonctionnalités-là. On veut juste une communication WebSocket, donc on va essayer d'être au plus proche du navigateur. Libre à vous ensuite de développer un petit peu plus loin. Donc je vais mettre cette technologie-là côté client. Je ne sais pas pourquoi mon navigateur est super lent, c'est pas idéal. Et du coup côté serveur, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc on n'a pas besoin d'un gros framework ici, on ne va pas avoir une interaction avec la base de données, on va essentiellement avoir des WebSockets, donc on va utiliser ce que l'on appelle des frameworks légers, donc comme Express, Fastify ou autre. Moi je vais utiliser Fastify, tout simplement parce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait être complètement changé, ce n'est pas une brique importante dans notre application. Et pour gérer les WebSockets au niveau de Fastify, on a une librairie pour ça, c'est Fastify/WebSocket, qui va légèrement nous simplifier la vie, mais ce n'est pas non plus une brique très importante. Ce qui va être important, c'est plutôt notre logique métier. Donc voilà un petit peu pour notre structure. Alors maintenant, il faut réfléchir aux étapes dans notre projet. Si on se lance tête baissée et on se dit on va créer ça, on va partir dans toutes les directions. Il y a beaucoup de code à écrire, donc c'est important de réfléchir aux différentes étapes. Ces étapes vont correspondre dans notre cas aux différentes vidéos que je ferai. Donc chaque étape sera détaillée dans une vidéo. Alors d'abord, on va avoir deux étapes qui vont être initiales. Ça va être l'étape interface, créer l'interface de notre jeu, et ensuite l'étape aussi machine à état, représenter le fonctionnement de notre jeu. Ces deux étapes, on va les séparer. L'avantage, c'est que si vous êtes à plusieurs développeurs, les deux développeurs peuvent travailler indépendamment. Donc on va faire une première étape que l'on va appeler interface. À la limite, nous, on va la mettre en second. Et en premier, on va mettre machine à état. Donc la machine à état, on essaiera de la tester tant que possible. Ensuite, on va fusionner un petit peu de ces deux étapes et on va faire en sorte de connecter la machine à état à notre interface pour permettre aux joueurs de jouer. Cette machine à état, dans un premier temps, on va la concevoir hors ligne. Donc dans ce cas-là, on mettra jeu hors ligne. Une fois qu'on aura le jeu hors ligne qui fonctionnera, on va pouvoir gérer la synchronisation côté serveur. Donc là, on mettra mise en place du serveur. Donc là, ça sera un chapitre entièrement dédié sur Node.js et Fastify pour mettre en place le serveur. Et une fois que l'on aura mis en place le serveur, on fera le jeu en ligne. C'est-à-dire qu'on modifiera notre jeu hors ligne que l'on a fait pour gérer la synchronisation directement côté serveur. Voilà, donc ça fera 5 vidéos au total. Donc je tiens à préciser, les 3 premières vidéos, la machine à état, l'interface et le jeu hors ligne seront gratuites. Vous les aurez sur YouTube. Les 2 dernières seront réservées aux membres premium sur graphicart.fr, donc sur le site où vous retrouvez de manière générale tous les tutoriels. Donc ces 2 vidéos-là, voilà, elles seront réservées aux membres premium. Et on aura peut-être une vidéo ensuite sur la mise en ligne de notre jeu sur, par exemple, Heroku ou n'importe quel autre service qui permet d'avoir un free tier. Mais voilà les étapes de notre jeu. Donc avec ces étapes bien découpées, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va parler de la création de la machine à état et l'initialisation de notre projet.